Le décret du 27 avril 1848 prétendant abolir l'esclavage est en réalité un mensonge d'État. Nous nous trouvons aujourd'hui devant la mairie de la ville de Schœlcher. Voilà, donc on a fait un coup de casse-côte de 8h à 16h aujourd'hui. Et en fait, je voulais que tu puisses t'exprimer, voilà, pour tout le monde, sur l'annulation du code noir et non l'abrogation. Oui, bon, merci pour cette occasion que tu me donnes en fait de m'exprimer à ce sujet. Alors il faut savoir en fait que, en effet, la connaissance en fait que le code noir n'avait pas été aboli, ça a été l'objet de ma thèse de doctorat en 2003. Donc j'avais déjà fait la preuve devant les universitaires en fait français à Poitiers qu'en effet le code noir en fait n'avait pas été aboli et que par conséquent et surtout il était en quelle année? En 2003 lorsque j'ai soutenu ma thèse de doctorat. Donc ça fait longtemps. 2003. À part que donc, ça a été reconnu universitairement, hein, sa valeur scientifique n'est pas contestée. Il s'avère en fait cependant que l'État français en tant que tel, hein, pour des raisons de politique en fait coloniale, avait jusqu'à présent refusé de reconnaître en fait cet état de fait. Et il a fallu en fait plus de 20 ans pour que, en fait, le 13 mai 2025, eh bien, par mes travaux et par ma détermination et surtout aussi par la prise de conscience collective d'un certain nombre de militants de cette vérité, eh bien, pour que l'État français, enfin acculé, reconnaisse à travers, en fait, la bouche d'un député français, hein, je disais le 13 mai 2025, et de son premier ministre de l'époque, Béou, que l'État français, à travers ces gens notamment, reconnaissent en fait que, en effet, le code noir est toujours en vigueur. Bon. Mais, en fait... Le code noir qui légalise oui, le code noir, en fait, il faut savoir ce que c'est, le code noir. Le code noir, en fait, c'est l'ordonnancement juridique, en fait, hein, qui organise la soumission, la domination des Blancs sur les Noirs. Et en l'occurrence, dans cet ordonnancement, les statuts qui sont réservés aux Noirs sont les statuts d'esclaves, de meubles et d'affranchis. Et depuis 1848, eh bien, c'est le statut d'affranchis qui nous est réservé, en fait, là en l'occurrence pour les afro-descendants en Martinique. Mais voilà, ça c'est des éléments en fait qu'il faudra développer pour comprendre en fait en quoi consiste en fait ce statut et en quoi en fait il nous est appliqué et quelles sont ses conséquences par conséquent aujourd'hui sur nous. Alors que nous vivons pleinement. Oui, quand nous sommes comme des enfants en fait, il faut comprendre ça. Imaginons des enfants ou des adultes en fait, hein, mais qui, au bout du compte en fait, ont grandi dans un système qui les violente, qui nie leur propre humanité, mais dont ils se sont habitués parce que pour eux c'est la normalité. Et on sent bien la souffrance, on sent bien en fait qu'il y a quelque chose qui cloche, mais en fait faut-il encore en fait en ramener la preuve. Eh bien, c'est la preuve en fait dont on parle en fait lorsqu'on parle du code noir. Et rappelons en fait que ça c'est très important. Ce qui caractérise en fait le code noir, c'est que c'est un corpus juridique en fait qui nie l'humanité des afro-descendants, des Noirs. Il faut bien comprendre ça. Autrement dit, nous sommes aujourd'hui encore sous un statut qui nous dénie notre humanité. Mais faut-il encore savoir ce que ça signifie en droit? Je ne veux pas développer ça, mais en tous les cas, les juristes avertis et qui ont suffisamment de connaissances en la matière, en fait, savent de quoi je parle. Alors, il s'avère que nous sommes en 2019-2020. Et là, depuis
un travail en fait fait d'explication à travers des conférences, etc., que j'ai fait, a pu porter ses fruits. Et nous voilà en fait, nous sommes en 2019-2020, il y a des militants, les 7 océanistes qui sont engagés contre l'empoisonnement du chlordécone et pour que justice soit rendue en fait aux victimes de cet empoisonnement. Et en l'occurrence, ils ont souhaité que l'État français, qui a donné cet ordre en fait d'empoisonnement, assume ses responsabilités avec toutes les autres en fait, je dirais criminels en fait qui y ont participé, qu'ils répondent en fait de leurs responsabilités, qu'ils réparent en fait les victimes. Donc ils se sont engagés et 7 vont être arrêtés, vont être mis en garde à vue 2019-2020. Cette affaire en fait. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer en fait que nous allons ensemble, les militants, densifier la prise de conscience que nous sommes scientifiques, que nous sommes sous le code noir. Et c'est là que va émerger en fait ce mot d'ordre. Notre humanité n'est pas négociable. Autrement dit, on ne peut pas accepter, alors qu'on est très conscient de ça, on sait, on en a la preuve, on sait que le code noir nous est appliqué. Donc c'est ça les 7 océanistes, c'est ça en fait ce qu'ils appellent à un moment donné les rouges verts noirs en fait. Hein, voilà. Et donc par conséquent, eh bien, on exige en fait que nous soyons socialisés comme des êtres humains et non point en fait comme le code noir le prévoit, des êtres dénués d'humanité et soumis en fait à une hiérarchisation des êtres, à savoir les blancs dominent et puis nous-mêmes en fait nous sommes des assimilés, des affranchis et nous cheminons nous devons et nous n'avons pas le choix en fait. Voilà. Et c'est là que au plus haut niveau de l'État français et passant par les magistrats, en particulier le parquet d'abord, eh bien il va y avoir en fait une volonté de m'abattre parce que ma personne gêne, j'apporte des connaissances en fait qui sont extrêmement dérangeantes et qui remet en cause en fait un ordre qui nous est présenté comme tout à fait non criminel et qui en réalité est criminel. Et ça se vérifie dans les procédures juridiques des militants. Absolument. À chaque fois, c'est la même chose. Systématiquement. Ça se vérifie preuves, systématiquement. Absolument. On en a plein de preuves en fait de ça. Et donc, et là, il faut m'éteindre. Et le parquet va s'y mettre. Et c'est comme ça qu'en fait qu'il va y avoir ce dossier qui va être monté à mon encontre 2020 et en parallèle un autre parce que l'attaque est multiple. Il va y avoir aussi en fait la réalisation de faux et d'usage de faux à mon encontre et à l'encontre en fait de confrères d'ailleurs aussi qui était à ce moment-là qui s'est retrouvé dans notre dossier. À ce moment-là, les deux confrères en fait, Edmond Mariette et Georges-Emmanuel Germani se voient en fait par la volonté des 7 prévenus qu'ils ne soient plus leur conseil. Et c'est là, à ce moment-là que nous sommes en 2020, c'est à ce moment-là que rentre dans nos dossiers le confrère en fait Alex Ursulet pour assurer la défense à mon côté, à mes côtés des 7 prévenus, des 7 océanistes. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment? Eh bien, je le répète, la volonté du parquet, la volonté au plus haut niveau en fait que je sois, que mon engagement, que ce travail en fait de conscientisation que je fais avec les preuves à l'appui cesse. Et pendant qu'en fait qu'il y a ce dossier qui va aboutir en fait sous des faits mensongers, aboutir à prétendre en fait que j'ai commis des délits que je n'ai jamais commis et qui va aboutir à leur condamnation. Et bien en parallèle, toujours à même époque, il y a en fait un faux et l'usage de faux du parquet d'écriture publique, donc faux et usage de faux de d'écriture publique, dont j'ai la preuve d'ailleurs, et où en effet, il va la note, et là on défend, Alex et moi, mon confrère Alex Ursulet, nous défendons qui? Nous défendons
un des 7 océanistes. C'était à la période de Godel. Oui, ça c'est le procureur, en fait, et avec son adjoint, le procureur adjoint, Bousset. Bousset. Voilà. Qui est une femme. Et donc, c'est là que la décision forcenée, en fait, de m'atteindre et renforcée dans une pratique tout à fait délictuelle et en l'occurrence criminelle, puisque le faux usage de faux relève en fait est une infraction criminelle, d'accord, et qui relève de la cour d'assises. C'est pour vous dire en fait que l'engagement, la détermination du parquet de m'atteindre pour aller commettre, jusqu'à commettre quoi, un faux criminel en fait, pour m'accuser. Et ce faux a consisté en quoi? Eh bien, a consisté en... je suis devant la cour d'appel, en train de défendre en fait Christian le gilet client. jaune. Voilà, le gilet jaune, et avec mon confrère Alex. Et c'est là en fait que nous recevons, en tous les cas je reçois, et lui aussi d'ailleurs, un courrier du bâtonnier en exercice, hein, de France, Martinique, du barreau de Martinique, et où en effet c'est le procureur général qui a adressé un courrier au bâtonnier, disant qu'en fait que j'ai tenu des propos en fait en première instance dans le tribunal correctionnel à l'occasion de l'audience en fait qui relève de sanctions et qui demande en fait au bâtonnier de mener une enquête et de me sanctionner pour les éléments en fait prétendument des propos que j'ai tenus à l'occasion de cette audience et pareil pour mon confrère Alex Sulé. Lorsque je prends connaissance en fait de ce document, je vois bien que en effet j'ai jamais dit ça, et puis je vois aussi que il n'est pas possible en fait, je connais les notes d'audience, qu'il y ait autant de détails, autant de... Alors c'est une audience en fait qui a duré pendant 2 jours, le 28 et le 29 en fait, septembre, donc pendant 2 jours. Et là en l'occurrence, je vois bien que ça cloche, je vois qu'il y a un problème dans cette note d'audience. Et au final, je vais découvrir en fait que, avec preuve à l'appui, que le procureur a participé, qui a tenu l'audience, a participé à l'écriture, a coécrit la note d'audience. C'est-à-dire la note d'audience, en fait, c'est la greffière qui doit dresser la note d'audience. C'est elle, en fait, la note d'audience, c'est prendre ce qui a été dit, ce qui a été fait, etc. Le procureur, les parties, etc. Le président, le tribunal, etc. Les juges, pendant une audience. Et là, en l'occurrence, eh bien, je découvre, avec mon confrère d'ailleurs, que, en effet, le procureur a participé à l'écriture de ce document. C'est interdit. Oui, c'est une infraction criminelle. Et c'est la base de cette note d'audience que le procureur général va saisir en fait le bâtonnier pour demander à ce que je sois condamné au fond. Par le conseil de discipline, voilà, etc. Et en vue avec l'espérance ultime en fait que je n'exerce pas, que je sois sanctionné pour un temps que je n'exerce pas pendant un certain temps, parce que c'est ça au bout du compte qu'il expirait. Et nous, mon confrère et moi-même, nous déposons plainte pour faux usage de faux. Et moi, je rajouterais escroquerie au jugement et tentative d'escroquerie au jugement, puisque cette note d'audience sert de base pour le tribunal, lorsqu'il doit délibérer, voilà, pour se rappeler les faits, etc., pour le contexte, etc., pour toutes ces choses. L'argumentaire développé par chacune des parties. Et donc, je dépose plainte, et mon confrère, en fait, dépose plainte à Paris. Il est de ce barreau. Et donc, voilà. Et c'est comme ça qu'en fait en parallèle, cette plainte n'a pas prospéré. Bon, là, j'ai dû, face à l'agressivité du parquet, j'ai déposé une plainte auprès du doyen des juges d'instruction, ce qui est tout à fait possible
vous demandez à ce que une instruction soit ouverte. Alors vous comprenez bien qu'en fait que l'impartialité est claire dans cette affaire. Vous voyez bien en fait cette volonté de nuire en fait et cette détermination, je le répète, aller jusqu'à commettre des faux et impliquer en fait des greffières parce que la responsabilité des greffières en fait est engagée dans cette affaire. Mais pas seulement les greffières, il y a aussi le président du tribunal qui lui-même aussi a participé à ça parce que tous savent en fait que c'est illégal et tous y participent pour m'atteindre. Et donc, et c'est comme ça qu'en fait qu'il y a en parallèle aussi, je vous dis, 2 attaques et qui va aboutir à cette décision qui indiquant qu'en fait que j'ai commis prétendument des délits et que par conséquent en fait voilà 3 ans de suspension. Dont acte. Et en réalité, il faut que les gens sachent. Je savais depuis 2020 en fait cette intention de m'atteindre. Alors je savais que le parquet en fait se débattait pour trouver, pour constituer des choses pour m'atteindre. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont espérer que avec leur dossier, que je renonce à mon engagement, comme une épée de Damoclès sur ma tête, que j'arrête. Espérant les deux types en fait de comportements dans ce type de situation, à savoir qu'ils constatent en fait que j'arrête, je ne défends plus la vérité, je ne défends plus en fait que ce qu'ils nous imposent, les décisions qu'ils nous imposent ici sont fondées sur le code noir et par conséquent sont radicalement criminels et que ce traitement, ces vols de terrain, cette manière de dire en fait que la loi, par exemple, je trouve ces exemples qui me viennent à l'esprit, les non-lieux en fait, empoisonnés ou pas non-lieux, la loi en fait du 21 mai 2001 qui reconnaît la traite et l'esclavage comme étant un crime contre l'humanité, elle n'est pas normative, c'est du n'importe quoi. Je veux dire en fait que nous sommes des chiens, nous sommes rien, et en réalité nous voyons en fait que ceux qui pourraient jouer le tampon, à savoir en fait les dits élus, sont taisants. Plus que ça, ils participent en fait à la situation dans laquelle nous sommes collectivement. Okay? Bon, c'est un fait. Et donc en fait, voilà, l'épée de Damoclès. Mais à part que en fait, nous sommes en 2025 et en tant qu'avocat de... Attends, je fais une pause parce qu'on m'appelle. Ok, c'est bon. Et donc, je disais en fait que, voilà, l'épée de Damoclès. Donc 2 comportements qu'ils escomptaient. Constater en fait que je ne m'engage pas. Ou bien constater qu'en fait que je vais vers eux en disant protégez-moi, voilà, j'ai peur, vous êtes voilà, en fait valider le discours en fait du déni d'humanité, reconnaître le discours, la volonté du déni d'humanité, de mon humanité, de notre humanité comme étant tutélaire, etc. Mais ça n'a aucun sens. En fait, d'où notre phrase. Notre humanité n'est pas négociable. Notre humanité n'est pas négociable. Voilà. Et donc en fait, et nous n'aurons ni l'un ni l'autre, et nous sommes en 2025, et qu'est-ce qui se passe en 2025? En tant qu'avocat du MIR, nous saisissons le tribunal judiciaire de l'État français à Fort-de-France contre l'État français. Il faut déconstruire tes blagues puisque machin instable, voilà. Connexion instable. Oui. Contre l'État français. Ok, c'est bon. Nous saisissons en mois de mars en fait 2025 le tribunal judiciaire au fond contre l'État français en exposant et en amenant la preuve en fait que l'État français n'a pas aboli l'esclavage en 1848. Et donc Schellcher en fait n'est qu'un en fait n'a été qu'un menteur en fait et avec tous ceux qui l'ont accompagné. D'accord? Et donc et qu'en définitive depuis 1848 jusqu'à en fait et ça va aboutir à quoi justement le 13 mai 2021 suite à une lettre ouverte aussi rajoutée à l'assignation de l'État devant le tribunal, eh bien, le 13 mai 2025, un député
Panifous, c'est Laurent son prénom, un député français, prend la parole à l'Assemblée nationale, indiquant qu'en fait et reconnaissant que le code noir n'a jamais été abrogé. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a le cher Premier ministre de l'époque, M. Bayrou, qui prend la parole, qui dit en effet, avec l'air étonné, il n'était pas au courant, il apprend ça, donc en tous les cas, il prend l'engagement en fait rapidement de mettre qu'une commission soit organisée de façon à ce que, je dirais très rapidement, ça soit aboli. Bon, que ce code noir soit aboli. Nous sommes le 14. Alors, l'audience était prévue pour le 14 septembre 2025. Et le 16 septembre 2025, il y a un député guadeloupéen qui dépose une proposition de loi, justement, pour l'abrogation deux articles, l'abrogation du code noir et les textes qui en sont le prolongement, et puis deuxième article, que le gouvernement français en fait réalise un rapport en fait sur listant les textes relevant du code noir encore en vigueur, et puis les conséquences en fait contemporaines sur nous, sur les victimes en fait dans tous les domaines existentiels, notamment économique, environnemental, etc., psychologique et autres. Bon. Et finalement, nous sommes en 2026, et en 2026, il va y avoir cette accélération, parce que nous avons adressé une lettre ouverte, en fait, et c'est moi-même, en fait, qui ai adressé cette lettre ouverte cette fois-ci, en tant que président de l'Institut de recherche, l'IREA, et je fais constater qu'en fait, en effet, le mois de mai va revenir, le mois de mai 2026, c'est bientôt, qu'est-ce qui se passe? Vous n'allez pas à nouveau venir mentir, en fait, le 10 mai, venir dire, en fait, que oui, on commémore l'abolition de l'esclavage, alors que vous savez que c'est pas le cas. Vous n'allez pas aller dire, en fait, le code noir est aboli, etc., et donc commémorer, soi-disant, la disparition de tout ça dans l'ordonnancement français, alors que vous savez le contraire. Et c'est comme ça qu'il va y avoir cette accélération du processus, où, en effet, la commission va rendre, en fait, un projet qui va être transmis, une proposition de loi qui va être transmise au Parlement, à l'Assemblée nationale, qui va être votée le 28 mai 2026. À part que, en effet, dans cet ordonnancement, dans cette proposition de loi plutôt, nous constatons qu'il y a principalement, des choses, en fait, deux tentatives, en fait, de l'État français, qui est, je rappelle, en fait, qui se reconnaît comme étant le criminel, donc il reconnaît le code noir et c'est lui le criminel, et nous constatons, en fait, qu'il y a une tentative, en fait, de nous, en fait, de nous tromper, de nous manipuler. Cette tentative, parce que, à minima, doivent être à minima, en fait, connaisseurs du droit. On n'abroge pas en fait un document criminel, d'autant relevant du crime contre l'humanité. On constate sa nullité. Comme ça a été fait pour la Shoah. Voilà, d'autant plus que ça a déjà été reconnu le 21 mai 2001 comme étant un crime contre l'humanité. L'élément constitutif du crime contre l'humanité, puisque la traite de l'esclavage est un crime contre l'humanité, ça a été reconnu en 2001. Donc, c'est constater son annulation et non point, en fait, prévoir son abrogation, parce qu'une abrogation voudrait dire qu'en fait, ça a une valeur légale. Alors, comment, en fait, tuer, massacrer, violer, etc., peut être reconnu comme étant légal, alors qu'en même temps, il est reconnu par ce même État comme étant, en fait, un crime. Bref. Donc, il y a une mobilisation en ce sens pour que, en effet, l'information collectivement soit partagée, que dans un tel cas, c'est pas l'abrogation, mais c'est l'annulation. Et puis, il y a l'article, ils ont rajouté, lorsqu'ils ont voté, un article 1er bis, qui d'ailleurs vient rappeler, c'est leur thème, la République française reconnaît en fait que, en effet, ce code noir et tous les textes, afférents, relevant de ce déni d'humanité, sont constitutifs en fait du crime contre l'humanité reconnu par cette loi du 21 mai 2001.
Et puis il y a cet article 2 de cette proposition de loi qui est un article très intéressant parce que, et c'est là le deuxième en fait élément où il y a une volonté de manipulation et qui montre bien en fait que la persistance de l'État français de ne pas assumer ses responsabilités, et de ne pas être honnête vis-à-vis de nous et de maintenir par conséquent, de persister à maintenir en fait son ordre qui relève du Code noir d'entrée contrôle, du déni d'humanité. En cet article en fait 2, il est dit que le gouvernement français aura 1 an pour pouvoir établir la liste des textes relevant du droit colonial encore en vigueur, et puis aussi notamment rapporter en fait les conséquences sur en fait les victimes de cette application. Bon, à part que il y a une incohérence. Le gouvernement français, qui est l'État français, qui est celui qui a commis le crime, apparaît dans cet article 2 comme étant celui qui va en fait mener l'enquête, qui va lister. Voilà, donc c'est le criminel qui va mener l'enquête sur les crimes qu'il a commis. Ouais, donc en fait, il n'y a pas de logique. Non, mais vous voyez un peu le mépris en fait qu'ils ont pour nous. À ce moment-là, en fait, ça dit que le criminel, il va faire des faux, il va pas dire la vérité. Et ce criminel-là, l'État français, qui lui-même reconnaît en fait qu'il l'est, mais depuis 1840, notamment depuis 1800, pour prendre une date, depuis 1848, prétendument avec le décret du 27 avril 1848, eh bien, ils n'ont cessé de cacher la vérité, de laisser croire en fait que le déni d'humanité en fait qui nous a été imposé par le Code noir en fait c'est terminé, c'est fini, c'est pas appliqué, le droit colonial, le Code noir en fait est aboli, il n'y a rien de tout ça, l'esclavage a été aboli, etc., etc. Eh bien, là en l'occurrence, on retrouve en fait cette volonté de l'État français de nous tromper, de vouloir en fait encore en fait je le répète, ne pas réparer en fait ce qu'il a commis. Et donc voilà les 2 éléments en fait justement dans cette proposition de loi qui relèvent en fait de la ruse en fait de l'État français visant à nous tromper. Je disais, c'est cet article 1 qui dit l'abrogation, alors que l'article 1er bis de cette même proposition est en contradiction radicale avec cette idée d'abrogation. Et puis l'article 2 qui dit c'est le criminel en fait qui aura pour mission en fait de mener l'enquête en fait relative au crime qu'il a ramener les preuves du crime en fait qu'il a commis. Donc non, il faut en fait évidemment une instance en fait indépendante et impartiale en fait pour évidemment on ne peut pas être juge et partie en même temps pour en fait réaliser une telle chose. Et puis en tous les cas, nous les victimes, notre parole aussi doit être importante. Et c'est en ce sens où nous allons et nous comptons les choses qu'on peut faire valoir dans ce cadre-là, parce que c'est notre volonté, c'est pas la volonté de l'État français, c'est notre volonté qui est traduite dans biaisé, ils essaient de biaiser, mais c'est notre volonté que le Code noir, je le répète, par nos travaux, par notre volonté, notre mobilisation collective. Ça ne vient pas d'eux-mêmes. Ça ne vient pas d'eux-mêmes, c'est nous qui avons dit que ce Code noir est encore en application, c'est nous qui avons dit que l'esclavage n'a pas été aboli en 1848. Et on a amené la preuve. C'est nous, en fait, qui avons dit, en fait, que par conséquent, étant encore en vigueur, il convient, en fait, de réparer. C'est nous. Et donc, par conséquent, les victimes que nous sommes, il est clair, en fait, que nous ne sommes pas en reste. Hein. Si nous sommes venus pour, en fait, je dirais, manifester et rapporter la preuve de la vérité, c'est pas pour, là, laisser le criminel, en fait, seul, en fait, et faire fomenter, en fait, je dirais, trafiquer les choses. Et nous ne comprenons pas comment en fait, et nous comprenons en réalité, mais cette volonté des députés de voir en fait que ce soit le criminel en fait qui mène l'enquête sur les crimes, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça ne nous étonne pas. En tout état de cause, je terminerai là. Non, nous ne négocierons pas notre humanité. Cela ne se négocie pas. Non, en dépit du dossier de toutes ces tentatives en fait, jusqu'à commettre en fait ces décisions judiciaires à mon encontre pour me priver de l'exercice en fait
de l'activité d'avocat. En dépit de ça, je ne partagerai jamais en fait le point de vue de l'État criminel, ni non plus évidemment des magistrats qui en sont le prolongement. Hein. Je veux dire en fait, ce mépris ambiant pour nous, ça se traduit bien entendu dans ces décisions, mais ça signifie surtout que c'est un message en fait, il me semble en fait, qui est donné et lancé aux militants d'une manière générale pour leur dire en fait arrêtez de défendre votre humanité, arrêtez de défendre la vérité, soumettez-vous. Voilà. Et donc ils disent non et je suis passé, j'ai été invité à venir auprès de militants aujourd'hui à Chelcher qui ont distribué des tracts et qui d'ailleurs ils me l'ont dit, on parlait de cette affaire, de l'affaire en fait de condamnation injuste en fait qui a été rendue à mon encontre. Je remercie en fait cet engagement et ce courage en fait de ne pas se laisser impressionner par le discours mensonger, le discours en fait dont le fondement, je le répète en fait, puisque il prétend être l'expression du droit, mais dont le fondement, dont l'illégitimité se trouve être en fait le code noir, je le répète, que l'État français lui-même reconnaît comme étant à notre rencontre toujours en vigueur, notamment en Martinique. Alors le combat continue, je voulais juste exprimer le fait concernant le nom de la ville dans laquelle nous sommes. Nous les militants, nous aurions souhaité qu'ils changent le nom de la ville Chelcher. Donc l'IREA est d'accord avec ça. Oui, absolument. Bien sûr. C'est une recherche. Nous sommes dans l'objectivité. Nous ne sommes pas, on va faire nous des ne sommes pas de démarches. l'idéologie. Voilà, notre démarche en fait se veut scientifique. Et donc là, en l'occurrence, nous savons, et nous avons là les preuves en fait que Victor Chelcher a bénéficié, je dirais, de ces honneurs jusqu'à voir une ville en fait porter son nom et des rues aussi, et puis etc. Mais nous savons qu'en fait parce que prétendument il a aboli l'esclavage, etc., décret à abolition de l'esclavage, etc. Et nous savons que c'est faux. Hein, l'État français a maintenu, et jusqu'à présent d'ailleurs dans son ordonnancement juridique, le droit d'esclavager les Noirs demeure. Et l'État, de manière active de 1848 jusqu'à la fin du 19e siècle, l'État français, en fait, et les textes, les preuves sont là, a organisé, a reconnu, a permis aux colons, aux Blancs, de continuer à esclavager les Noirs. D'accord ? Donc, ça, c'est Oui. pas, c'est du sérieux. Donc, ce que je veux dire, c'est du grave aussi, du très grave. Et donc, ça implique, en fait, que dans nos écoles, dans nos livres scolaires et les livres universitaires, en fait, que les choses soient renouvelées, parce qu'on nous apprend le contraire. D'accord ? Ça implique aussi que lorsque nous nous trouvons en fait confrontés à ce que nous percevons comme étant une injustice systémique, que l'on comprenne en fait qu'en effet, nous sommes en fait dans une organisation qui relève du code noir et par conséquent, il est tout à fait normal. Hein, on n'est pas parano, c'est tout à fait normal en fait, en effet, de sentir dans sa chair et dans son quotidien en fait l'impact de cet ordonnancement en fait criminel. Donc oui, il est normal, il est juste, il est légitime en fait d'obtenir en fait que cette ville en fait ne soit plus appelée, nommée Chelcher ou Victor Chelcher. Ça a été acquis sur des mensonges, comme je le disais, parce qu'il était présenté, il devait prétendument bénéficier de cet honneur parce qu'il avait participé activement à l'abolition de l'esclavage, chose qu'il sait n'avoir jamais été fait, à part que, en effet, il fallait contenir les Noirs, contenir en fait en les manipulant à l'époque parce qu'il ne voulait surtout pas que dans les colonies encore sous l'emprise de l'État français, surtout pas que ces colonies échappent à l'État français, comme l'a été en fait Saint-Domingue, qui a abouti à Haïti. Donc les répressions sont sur nous, sont sur toi, militant avocat, et on continue le combat, on ne va pas nous faire taire. Absolument. Voilà. Quel est l'intérêt en fait, je dirais, de valider un ordre où on n'est rien?
Voilà. C'est-à-dire le code noir, un ordre en fait où on nous propose en fait eh bien que l'on accepte d'être chosifié. Ok. Donc un intérêt pour un être humain. Ok, m'attendons, merci beaucoup. Ok, c'est bon. Merci. Bon, nous avons la solution, c'est le chien. Qui ça me fait dégradé? Des nègres sortis des mains de nos maîtres, avec tous les vices de l'esclavage, ne seraient bon à rien, ni pour la société, ni pour eux-mêmes. Et ajouter, je ne vois pas plus que personne la nécessité d'éjecter la société déjà assez mauvaise de plusieurs millions de buts des coéquipiers de citoyens qui ne seraient en définitive qu'une vaste pépinière de mendiants et de prolétaires. Et M. Tala Selfie, c'était un descendant sioniste. Et ce sont des sionistes qui se colons l'argent pour aller les décaler à ça déjà découvert la même un sioniste qui fait ça. Why?